Bulletin de la Société royale de statistique et mathématiques appliquées. 9 septembre 1935. Le tueur à l'alphabet, un fou méthodique. Il est très probable que le tueur à l'alphabet frappera encore. Est-il possible d'estimer le nombre des victimes potentielles de son prochain meurtre? Oui, et c'est facile si nous connaissons la proportion de villes, villages et lieux-dits dont le nom commence par D, et la proportion d'habitants de l'Angleterre dont le nom commence aussi par cette même lettre. D'une part, la proportion de villes, villages et lieux-dits d'Angleterre dont le nom commence par D, et d'autre part la proportion d'habitants de l'Angleterre dont le nom présente la même propriété. Ce premier calcul fait, on en déduit facilement les chances que vous avez d'être effectivement assassiné si vous faites partie de la population cible. Allez en dernière page pour découvrir nos résultats et le détail des calculs. Daily Blague du 31 août 1935. Moustache en berne. Échec répété d'Hercule Poirot sur l'affaire ABC. Il faut parfois peu de choses pour troubler les grands hommes. Hastings, fidèle collaborateur du détective belge Hercule Poirot, nous a confié ceci. 3 matins de suite, la cuisinière a cassé les jaunes d'œufs en préparant son breakfast. Ce genre d'incident affecte mon ami au point de briser sa concentration et d'altérer son jugement. J'ai aussi remarqué que sa moustache, qui fait sa fierté, est plus terne que d'habitude. Poirot, je vous assure. Je vous jure que je n'ai rien dit de tel aux journalistes. Il déforme tout. Daily Blague, il faut parfois peu de choses. 3 matins de suite, ce genre... Poirot, je vous assure. Bulletin de la société. Il est très probable que... Oui. D'une part, ce premier... Ah, un peu de fraîcheur. Hastings, il me semble que le sommet de votre crâne se dégarnit. Ah, je n'avais pas remarqué. Cet homme est fatigué. Donald manque de sommeil, et on dirait qu'il n'a pas pris la peine de retirer ses vêtements pour dormir. Monsieur Poirot, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous aviez besoin de parler et vous êtes venu trouver l'homme capable de vous entendre. Monsieur Poirot, depuis la mort de Betty, je doute de moi. Je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible, 3 nuits de suite. Buvez un verre et parlez-moi de ce rêve. C'est chaque nuit la même chose. Je suis sur la plage avec Betty. Je saisis sa gorge et je serre. Je serre jusqu'à la tuer. Son visage bascule en arrière et je vois... Ce n'est plus Betty. C'est le visage de Megan. Avez-vous vu Megan Barnard récemment? Oui, notre deuil nous a rapprochés. Je la connaissais trop mal avant. C'est une fille vraiment bien. Mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve. Pourquoi pas? Est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve? Non, c'est Betty. Une fois que Betty est morte, le visage de Megan apparaît à la place du sien. Très intéressant. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Monsieur Fraser, je crois que la signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Megan Barnard. Continuez, s'il vous plaît. Ce rêve trahit certainement votre culpabilité. Oh, Mais de quoi vous sentez-vous coupable? D'avoir tué votre fiancé? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur? C'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise, Monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais rentrer à Bexhill et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard, Monsieur Fraser, et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. C'est facile de s'endormir bercé par le bruit des roues. Pauvre garçon, il semble complètement perdu. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Megan saura prendre soin de lui. Oh, j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin? Oui, nous le recevrons demain. Bien, il se fait tard, et j'ai demandé à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Mademoiselle, je vous ai fait venir pour régler une question très importante. Vous nous avez bien dit n'avoir parlé à personne le jour où Sir Carmichael a été assassiné. C'est la pure vérité? Lady Clark m'a pourtant affirmé, mademoiselle, qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le perron. Vraiment? Elle a dû se tromper. Oh, je me souviens à présent. J'avais complètement oublié, mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte-à-porte. Pouvez-vous me le décrire? Une taille moyenne. Lunettes. Costume sombre et chapeau mou. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre? Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb, mais lui, pas du tout. Vous avez également oublié de me dire que vous avez été licencié. Vous ne me l'avez pas demandé. C'est Franklin qui a laissé entendre que j'étais partie volontairement. Il est plus courtois que vous. Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin ne pouvait aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Churston. C'était trop risqué de garder ces objets, n'est-ce pas? Risqué? Où était le risque? Vous savez bien ce que Lady Clark risquait de dire si vous aviez gardé ces objets. En effet, ces objets étaient des cadeaux. Mais Lady Clark se serait vite persuadée que je les avais volés. En les rendant, je coupais court à toutes les médisances. Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Au cas où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael si vous l'avez demandé? Comment osez-vous me poser cette question? Sir Carmichael me traitait comme sa fille. Et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était de l'affection et de la reconnaissance. Merci, mademoiselle. Je ne vous retiendrai pas davantage. J'ai croisé Thora Gray dans l'escalier. Elle avait les joues en feu et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille? Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser? Je ne l'ai accusée de rien, Hastings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Il faut savoir lire entre les lignes, Hastings. Quand Sir Carmichael parle d'affection filiale, il se ment à lui-même. Lisez sa dédicace sur la broche. Un dragon sombre pour un ange aux cheveux brillants. C'est le langage d'un amoureux, pas celui d'un père. Lady Clark ne s'y est pas trompée. Admettons que Sir Carmichael soit tombé amoureux de sa secrétaire. Cela ne fait pas d'elle une intrigante pour autant. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Elle est orpheline et sans fortune. Il n'empêche, c'est une calculatrice. Voyez comme elle s'est dérobée quand je lui ai demandé si elle aurait accepté le mariage. Je vois. Vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt, et que maintenant elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment? Oui. Figurez-vous que Mademoiselle Gray m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est limpide, Hastings, limpide. Assurément, un marchand de bas a visité Andover, Bexhill et Churston le jour de chaque meurtre. Nous tenons notre suspect. Voilà qui va intéresser Japp. Inspecteur Japp, nous cherchons un marchand de bas. Je vois que vous avez un suspect. Oui, contactez tous les grossistes en bonneterie qui pourraient l'employer. C'est un représentant de commerce, votre suspect? Non, il ne prend pas de commande. Il fait de la vente directe. Entendu. La chasse est lancée. Vous partez, Monsieur Cust? Oui, je vais à Cheltenham. Vous ne devriez pas voyager. Vous avez très mauvaise mine, vous savez. Il le faut. J'ai pris des engagements. Je dois les tenir. Pouvez-vous aller chercher le courrier, Hastings? Et si vous y alliez, plutôt vous-même. Très bien. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais connu Hastings aussi désagréable. Vous vous occupez du courrier, Poirot? Pauvre Monsieur Poirot, vous me faites de la peine. Ne perdez pas courage. Essayez encore, essayez toujours. Nous avons encore un long chemin à faire. Typer Harry? Non, cela viendra plus tard, à la lettre T. Le prochain incident se déroulera à Doncaster le 11 septembre. À bientôt, ABC. Je devrais comparer cette lettre à la précédente sur mon bureau pour voir si elle vient bien de la même personne. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de partir. Mon ami, je suis heureux de travailler de nouveau avec vous. Vous m'avez manqué ces dernières années.
Il faut d'abord tout mettre en place. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être... Oui, ce « i » était... Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, les caractères « i » des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oui, le « a » semble... Bien, c'est ça. Les caractères « a » des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres... Bien, comparons cela à... Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Hastings, il frappera demain. Inspecteur Japp? Il est sur une autre ligne. Puis-je prendre un message? S'il vous plaît, mademoiselle, de la part d'Hercule Poirot. Dites-lui qu'ABC frappera demain à Doncaster. Qu'il me rappelle au plus vite. Bien, monsieur. Bien, maintenant je vais voir ce que je peux tirer des documents brûlés. J'ai reçu le produit dont j'avais besoin. Hastings, si cela ne vous contrarie pas, j'aimerais que vous preniez des notes. Oui. Oui. J'en ai terminé avec cet objet. Alors, Poirot, vous vous en sortez? Je suis prêt à noter. Ce n'est pas le moment de partir. Maintenant, au travail. Il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Cette page sera reconstituée en un tour de main. Cette page est un jeu d'enfant. Cette page est terminée. Voilà qui est fait. Encore 3 à faire. Cette page sera reconstituée en un tour de main. Cette page est terminée. Et de 2, c'est plus simple que prévu. Cette page est terminée. Plus qu'une, courage! Cela ne paraît pas trop difficile. Cette page est un jeu d'enfant.
Cette page est terminée. Toutes les pages sont reconstituées. Une bouteille de solvant. Une bouteille de solvant. Le chiffon est maintenant imbibé de solvant. Nous y sommes. Notez, Hastings, notez. Madame Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptysie, prescrit laudanum. Tout est noté. Regardez. Poirot, où diable avez-vous trouvé ces fiches? Sur un feu, au fond du jardin de Compside. D'accord, mais celui qui les a brûlés, où les a-t-il trouvés? Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptysie. Tout chronique avec perte de sang. Prescrit laudanum en antitussif. Betty Barnard, serveuse à Bexhill. Bronchite chronique entraînant dysphonie. Arrêt tabac conseillé. Alexandre Bonaparte Cust, blessé de guerre. Gaz moutarde et un traumatisme crânien. Emphysème pulmonaire, hémoptysie. Accès de toux sanglante. Souffre d'absence et d'amnésie. Dick Dudley Dunbar, propriétaire de l'hôtel Le Cygne Noir à Doncaster. Asthmatique, maladie cardiaque, cœur fragile. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Les documents brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leurs noms commencent par A, B, C et D. Or, ce sont précisément les quasi associés à ces lettres qui ont été fouillés récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers? Comment se fait-il que les noms des deux victimes y apparaissent? Et qui sont les deux autres patients? Voici de très bonnes questions. Allô, Poirot? Du neuf, inspecteur? Vous vouliez un marchand de bas? On en a un. Dénoncé par sa logeuse, qui trouvait son comportement suspect. Il porte un nom à coucher dehors. Alexandre Bonaparte Cust. Oui? Alexandre Bonaparte Cust? Comment avez-vous deviné? Poirot, vous êtes un sorcier. La piste est sérieuse. J'ai appelé Doncaster. Un individu correspondant au signalement de Cust a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite... personne ne sait où il est allé. Cust est au Ginger Cat. Mais Poirot, le Ginger Cat est à Bexhill, pas à Doncaster. Il semble que tous nos espoirs reposent donc sur la police locale. Espérons qu'elle sera à la hauteur. Poirot, quelque chose me tracasse. Pourriez-vous relire notre transcription des documents brûlés? Voyez, sur la 4e fiche, Dick Dudley Dunbar, hôtel du Cygne Noir, Doncaster. Mon Dieu, Hastings, bien sûr, c'est la 4e victime. Il faut immédiatement prévenir ce monsieur Dunbar. J'appelle le Cygne Noir.
Allô, le Cygne Noir? Ici Hercule Poirot, détective. Pourrais-je parler au patron? C'est moi, Dick de Deladombard. Que se passe-t-il? Avez-vous parmi vos clients un dénommé Monsieur Cust? Il est arrivé aujourd'hui. Je vous le passe? Non, c'est à vous que je veux parler. Mais qui est-il donc, ce Cust? Un assassin. Un assassin? Dans mon établissement? Ce n'est pas possible, je ne veux pas y croire. Vous pensez que Cust peut être dangereux, non? Oh, j'espère que vous vous trompez. Il a l'air très inoffensif, vous savez. Oh oui, tout à fait inoffensif. Surtout ne vous y fiez pas. Il a déjà tué 3 personnes et vous êtes le prochain sur la liste. Un tueur? Sous mon toit? Oh, oh mon Dieu! Ah, ah, ah! Dombard, vous m'entendez? Dombard? Allô? Dombard a eu un malaise. Il ne manquait plus que ça. J'appelle la police de Doncaster, pourvu qu'il fasse vite. Allô, Poirot. Bonne nouvelle. La police de Doncaster a accueilli notre homme à l'hôtel du Cygne Noir. Elle nous l'expédie par le train. Comment va le patron de l'hôtel? Il a eu une attaque. On l'a conduit à l'hôpital. Oh non! C'est de ma faute quand je lui ai annoncé que le tueur était chez lui. J'aurais dû le ménager. Allons, Poirot, vous ne pouviez pas savoir qu'il avait le cœur fragile, hein? Si, j'aurais dû le savoir. J'ai tenu en main son dossier médical. Ne vous tourmentez pas, Poirot. Son malaise ne lui a pas été fatal, grâce à la rapidité des ambulanciers. Veuillez me faire une faveur, je vous prie, et tenez-moi informé de l'évolution de sa santé. Vous pouvez compter sur moi, je ferai le nécessaire. Je n'hésiterai pas à me rendre à son chevet dès que cet assassin sera sous les verrous. Je vous reconnais bien là, Poirot. Nous devons nous concentrer sur l'enquête pour éviter d'autres incidents. Non, bien sûr. En attendant d'interroger Coste, nous pouvons fouiller sa chambre à Londres. Où habite-t-il? Pension Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Coste. Entendu. À bientôt. Hastings, nous progressons à grands pas. Je vous invite à aller fouiller la chambre de notre suspect numéro 1. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux et irascible. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous, Hastings. Je me débrouillerai bien tout seul. À la pension Marbury, s'il vous plaît. Marbury. Il y a un très joli village qui s'appelle ainsi, dans le Cheshire. On dirait que j'ai trouvé le vrai maître de la maison. Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que Madame Marbury le laisse faire ses 4 volontés. Bonjour, vous êtes sûrement Monsieur Hercule Poirot. L'inspecteur Japp m'a dit que vous alliez passer.
Madame, vous pouvez m'être d'un grand secours. Je serais fière de vous aider. Pensez-vous que des journalistes viendront aussi? Je pense même que vous serez interviewé. Vous êtes un témoin clé. Je le soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Oh, ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras, mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Il me dit qu'il va à Cheltenham, et ma fille le voit en gare de Stone. C'est pas la bonne gare. Pour aller à Cheltenham, il faut prendre le train à Paddington. En plus, Monsieur Cust, il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné. Alors vous pensez, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Scotland Yard. Bravo, vous aviez vu juste. Il est bien allé à Doncaster. Alors j'ai bien fait de prévenir la police. Dites-moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner Monsieur Cust. Eh bien, il est bizarre. Des fois, il tousse fort et il se plaint que sa gorge lui brûle. Ou bien, il parle tout seul et regarde dans le vide. Il m'a dit que c'était à cause d'une blessure qu'il a eue à la guerre. Sa tête n'a plus jamais marché pareil depuis, il m'a dit. Et puis, il était à Sherstone quand on a tué le millionnaire. J'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste. Sa chemise, il n'a pas voulu que je la lave. Il l'a lavée lui-même. N'empêche, j'ai vu de grandes taches brunes dessus. Vous croyez que c'était du sang? Sur le coup, je me suis dit, tiens, il s'est renversé du vin ou de la soupe dessus. Mais maintenant qu'on en parle, oui, ça ressemblait tout à fait à du sang. Cust voyageait pour son métier, n'est-ce pas? Oh, c'était pas pour le plaisir. Il était toujours malade en train. Mais fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre. Je dois tenir mes engagements, il disait. Savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Andover et de Bexhill, le 21 juin et le 25 juillet? Non, je ne sais pas. C'est loin déjà. Mais vous avez sûrement un registre. Il ne vous servira à rien. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, je me souviens de quelque chose. Bexhill est au bord de la mer, n'est-ce pas? C'est une grande station balnéaire. Eh bien, figurez-vous que début juillet, Monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain. C'est louche, non? Ça ne nous avance guère. Il y a des centaines de villes anglaises en bord de mer. Rien d'autre? Ben moi je disais ça comme ça, hein. Il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire. Quels journaux? Ceux du soir et ceux du matin. Ce sera tout pour le moment. Je vais monter dans sa chambre à présent. Prenez la clé sur le comptoir. Je devrais vérifier le registre. Madame Marbury m'a peut-être caché quelque chose. Je ne crois pas que mon registre va vous aider. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. La vérité se fait jour. Et j'ai 2 mots à dire à Madame Marbury. Madame Marbury, si j'en crois le registre, vous avez loué la chambre 306 à un certain Monsieur Fishman, le jour du meurtre de Bexhill. La chambre 306, c'est celle de Cust. Pourriez-vous m'expliquer cela? Oui, je me souviens. Juste une nuit pour rendre service. Monsieur Cust était en déplacement, toutes mes autres chambres étaient prises et ce pauvre Monsieur Fishman n'avait nulle part où aller. Ça n'est pas bien grave, du moment que vous avez pensé à changer les draps. Oh oui, vous pensez bien.
Laudanum des pharmaciens Camerons. Du laudanum, un médicament contre la toux. C'est ce que le docteur Clark avait prescrit à Madame Asher. Cet objet me sera certainement utile. Acide diéthylbarbiturique, compagnie Johnson. Je connais ce médicament. C'est un puissant sédatif. Cet objet me sera certainement utile. Quelle horreur! Cet endroit est un véritable bazar. Le moins qu'on puisse dire est que Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Lettre de John Milligan, gérant de la compagnie Silky Legs, à Abbé Cust, datée du 21 mai 1935. Monsieur, suite à notre courrier des 5 et 10 courants, nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile, aux salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres. La marchandise vous sera expédiée par colis postal, ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield dont vous voudrez bien faire usage pour toute correspondance commerciale. Cette lettre établit que Cust s'est rendu à Andover. Mais l'encre a couvert les destinations de ses autres voyages. Je sais par Madame Marbury qu'il s'est rendu à Churston. Il me reste à démontrer qu'il est allé à Bexhill et j'aurai prouvé sa présence sur tous les lieux du crime. Est-ce Cust qui l'a fait tomber en ouvrant la fenêtre ou Madame Marbury en faisant le ménage? Je dois récupérer le ruban. Comment vais-je m'y prendre? Le ruban est coincé. Je dois d'abord le dégager. Le ruban est bloqué par quelque chose. La bobine de gauche a été retirée. La bobine de droite a été retirée. Et voilà le ruban. Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC. Pour mon enquête, je n'ai besoin que du ruban encreur. Je laisse Japp nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Toutes les lettres annonçant les meurtres ont été tapées sur la machine de Cust. Cust est économe. Il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance.
Un couteau à longue lame, une arme d'assassin. Cet objet me sera certainement utile. C'est un ABC. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal A.B. Cust, du régiment du Devonshire, a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918, dans l'ordre du mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Cust n'a pas volé sa distinction. C'est fermé. Des indicateurs ABC, assez pour signer une dizaine de meurtres. Ce couteau est bien pratique. Qui sait, il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle. Des bas. Des bas. Ce n'est pas le moment. Pantalon, chemise blanche, tout cela est fort bien lavé. Le quotidien de Bexhill, daté du jour du meurtre de Bexhill. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de Madame Marbury. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là, à partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Ce n'est pas le moment. Le moins qu'on puisse dire est que M. Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Ce n'est pas le moment. Le moins qu'on puisse dire est que M. Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Ce n'est pas le moment. Cette tache sombre, ce pourrait être du sang, mais Dieu sait depuis combien de temps elle est là. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre. Où était-il? Bexhill. Le journal Bexhill Paper le révèle. Cust l'a acheté à Bexhill le 25 juillet. Inutile de continuer l'inspection de cette chambre. J'ai vu l'essentiel. Au revoir, Madame Marbury. Merci de votre collaboration. Au revoir. Vous voilà, inspecteur. J'allais partir. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bienvenue dans ma pension. Vous m'excuserez, faut que j'aille à l'office.
Je vous laisse la clé de Monsieur Cust sur le comptoir. J'arrive tard, j'ai perdu un temps fou à discuter avec la police de Doncaster. Et vous? J'ai établi un point important. À 3 reprises, Cust s'est trouvé sur le lieu du crime, le jour du crime. Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que Madame Marbury le laisse faire ses 4 volontés. Je ferais mieux de parler à Japp. Je vous ai écouté avec attention, Poirot. Pour moi, plus aucun doute. Cust est coupable. Avez-vous un seul indice qui tendrait à prouver le contraire? C'est ce que nous allons chercher ensemble. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Les charges contre Cust sont accablantes. Sa présence sur les lieux, le couteau, la chemise tachée de sang, des indicateurs abaissés empilés dans un carton. C'est exact. Cependant, le sang que Madame Marbury a vu sur la chemise de Cust pourrait bien être le sien. Après tout, son dossier médical dit qu'il souffre d'hémoptysie. L'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière, et le sang a jailli par devant. On s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tachée aux manches, pas à la boutonnière. Or, c'est le contraire qu'on observe. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes. Mais la collection de Cust commence à Churston, comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. C'est troublant, je vous l'accorde. Mais ça ne me fait pas changer d'avis. Ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer en interrogeant Cust. Quand pourrons-nous lui parler? Doncaster nous l'envoie par le premier train du matin. Ils ont commencé à l'interroger? Il prétend ne se souvenir de rien. C'est plausible. D'après son dossier médical, il souffre d'absence et d'amnésie, et Madame Marbury confirme. Il aurait commis ses meurtres dans un état second? Il y a des précédents. Mais ça ne suffit pas à l'innocenter. Le docteur Thompson m'a dit et répété que même dans le dernier des états, on ne commet jamais un meurtre sans le vouloir. Très intéressant, je m'en souviendrai. Bien. Je monte examiner la chambre du suspect. Inspecteur, je me suis permis d'y prélever quelques indices que je voudrais étudier chez moi.
D'accord, nous en parlerons demain. En attendant, je vais voir si quelque chose vous a échappé. À Scotland Yard, s'il vous plaît. Cet homme n'est pas en forme. Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Qu'est-ce que vous me voulez? Bonjour, Monsieur Cust. Je suis Hercule Poirot. Ah, vous êtes le détective. Oui, je suis l'homme à qui vous avez envoyé les lettres. Je n'ai pas écrit ces lettres. Je l'ai déjà dit et répété. Vous auriez pu oublier que vous avez tapé ces lettres. Oui, c'est vrai. Il m'arrive d'oublier. J'aurais pu les taper. Êtes-vous capable de tuer, Cust? Vos questions me donnent la migraine. Hein? Vous avez souffert à la guerre? C'est vrai, j'ai été blessé. J'ai souffert. Pourtant, l'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de questions, des ordres à suivre. Mais depuis votre blessure, vous avez des absences, des périodes d'amnésie. Et des migraines. Ah. Le professeur Clark vous a soigné. Oui, il y a quelques années, il s'est bien occupé de ma gorge brûlée. Bien sûr, il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné. Non. Non, jamais. Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres? Et alors, ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. Je ne vais pas partir avant d'avoir fini l'interrogatoire. Le malheureux. Si seulement je pouvais l'aider. Il n'est pas en état de me répondre. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Merci. Oh, mon Dieu, j'ai encore trempé ma chemise de sang. Bon, je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par Madame Marbury. Êtes-vous en état de parler? Oui, ça va mieux.
Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres? Et alors, ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller. Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. Je me souviens pas. Mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Ah, je crois que ça va aller mieux. Voyons, Cust, regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Non, je n'en sais rien. Laissons Cust tranquille. Il est à bout de nerfs. Alors, qu'en avez-vous tiré? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je n'y vois pas plus clair qu'avant. En fait, c'est pire. Il y a tout de même un point à souligner. Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi. C'est curieux.
Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson. Même si Cust a tué dans un état second, il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds. Il devrait forcément avoir une motivation. Restons simples. Peu importe sa motivation, il a avoué. Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire. Il a nié les meurtres, puis les a reconnus. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres, puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés. Mais enfin, il s'est conduit en coupable. Voyez comme il a menti à sa logeuse. C'est parce qu'au fond, il se pense coupable. En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes. Il doit penser qu'il a tué, puis oublier tout ce qu'il avait fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Étudions ensemble son profil psychologique, et vous comprendrez mon point de vue. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Vous voyez, le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin. Mais s'il est fou, est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère? Vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe. À part la signature, aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes. Bien, bien, très bien. Vous avez raison comme toujours. Donc nous n'avons plus d'aveux, plus de coupables, plus de suspects, plus rien du tout. Et ceci après 2 mois d'enquête. Que dois-je faire? Confiance. Laissez-moi seulement 24 heures.